Bonjour Yves Boudier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, 41e édition. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, 23 juin 2024. Nous sommes juste à côté de Saint-Sulpice, au rue du Canivet. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Oui, alors, je suis poète, je suis critique. J'écris des notes critiques sur les livres que j'aime lire, essentiellement de la poésie. Mon rapport à la poésie a commencé il y a fort longtemps. Souvent les poètes disent j'écrivais des poèmes quand j'étais enfant ou adolescent, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, je suis entré dans la poésie par la lecture de la poésie classique, par le biais des études, et je suis tout à fait reconnaissant à l'éducation de m'avoir permis de rencontrer cet univers. Et puis ensuite, j'ai eu la chance assez rapidement, à 18-20 ans, de rencontrer des poètes à travers une revue qui s'appelle la revue Action Poétique, qui a cessé de paraître en 2012, mais qui, pendant une cinquantaine d'années, a fait un travail considérable. Et c'est la rencontre avec ces poètes qui m'a vraiment confirmé dans mon choix de m'intéresser à la poésie, d'être accueilli pour en publier, puis ensuite de faire partie d'un collectif de poètes qui finalement se sont avérés être parmi les voix les plus intéressantes de cette seconde partie du XXe siècle, voire jusqu'à aujourd'hui. La douleur que je peux éprouver, c'est que j'avais 20 ans lorsque je rencontre des gens qui en avaient 30 ou 40 et que aujourd'hui, malheureusement, je suis allé très souvent les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Et ça, c'est une blessure quand on a beaucoup apprécié leur générosité et puis ce qu'ils m'ont apporté du point de vue de la poésie, mais plus généralement du point de vue même du rapport au monde, de l'humanité qui était en eux. Je pense à des gens comme Michel Deguy, comme Martine Broda, enfin je ne veux pas les citer. Par ailleurs, donc, je m'occupe du marché de la poésie depuis maintenant presque une dizaine d'années, après avoir présidé la Maison des écrivains de la littérature. Là, c'était beaucoup plus général, mais il n'y avait pas que la poésie. Mais depuis que je suis, avec Vincent Gymnoponce, acteur de ce marché de la poésie, j'ai reconcentré mon travail sur le poème, sur la poésie, et c'est un immense plaisir d'accueillir chaque année quasiment 50 000 visiteurs, place Saint-Sulpice, dans ce marché qui est un lieu de rencontre, un lieu de passion, un lieu fondamental pour les éditeurs, puisque la plupart d'entre eux viennent là avec leurs livres, avec leur production, et repartent leurs valises vides, après avoir assuré un peu la survie économique de leur petite entreprise, et avoir surtout rencontré des auteurs, avoir vu un public, avoir échangé avec eux. C'est quelque chose de très important, et je crois que pour la poésie française, c'est pas seulement un lieu de vente de livres, mais c'est un lieu aussi qui est un creuset de rencontres et un lieu où se nouent des projets. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur véritablement. Quand tu as commencé à écrire, Oui. Comment tu as commencé? Comment je commence à écrire? J'ai commencé à écrire après avoir beaucoup lu la poésie. Je fais partie d'une génération qui n'entre pas spontanément dans l'écriture, comme certains jeunes poètes d'aujourd'hui avec qui je discute, qui à l'inverse me disent souvent « mais moi je ne veux pas trop connaître l'histoire de la poésie, ça va abîmer mon désir d'écrire ». À l'inverse, moi je pense, et je le pense encore, mais je le pensais encore plus quand j'étais jeune, j'étais dans un rapport d'humilité. Je me disais que c'est pas tant que je n'avais pas lu tel auteur, je n'allais pas écrire, c'était pas aussi mécanique que ça, mais je me disais que avant de savoir si ce que l'on écrit ou ce qu'on a envie d'écrire comporte une certaine solidité, il fallait que je me frotte un peu à la lecture et très 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 amplement à la lecture de tout ce à quoi je pouvais avoir accès à l'époque. Et j'ai commencé par lire des poètes très différents, à la fois des poètes classiques, mais en même temps, on était encore dans les années 70, très proche de la fin du surréalisme. Le dadaïsme avait encore une grande puissance. Des gens comme Artaud étaient très présents dans les lectures que nous faisions. Et donc, c'est en entrant dans ce creuset de lecture que je me suis autorisé un peu à écrire en me disant que ce que j'écrivais peut-être
tenait un petit peu par rapport à ce que je lisais de façon très périphérique intensément. Comment tu écris, composes, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Ah, ça c'est une question très très difficile. C'est-à-dire que, en fait, moi je n'ai pas l'obsession de l'écriture. Je connais des gens qui écrivent tous les jours, des gens pour lesquels le fait d'écrire fait partie un peu comme le fait de respirer, quoi. C'est-à-dire que c'est une activité qui est indissociable de leur être au monde et de leur activité quotidienne. Moi je lis, mais je n'écris pas très souvent. Et je ne sais pas vraiment à quel moment je vais entrer dans l'écriture d'un poème. C'est généralement pas l'écriture d'un poème, mais c'est l'écriture d'un projet qui devient un livre. C'est-à-dire que, bon, ça commence toujours forcément par un poème, puis un autre, mais je n'écris pas un poème qui serait comme ça, un peu autonome en quelque sorte. Quand j'écris un poème, en fait, c'est que je suis dans un moment où ça va durer un certain temps. Et il y a le temps de l'écriture qui souvent me permet d'écrire un ensemble de poèmes qui devient un livre d'une cinquantaine, une soixantaine de pages de poèmes, pourrais-je dire. C'est plutôt le projet d'écrire un livre autour d'un thème qui m'est cher. Alors, ces dernières années, j'ai écrit beaucoup de choses sur des thèmes douloureux, sur la violence, sur la guerre, sur l'histoire des crimes, sur la postérité des génocides, et à la fois croisant mon expérience personnelle de la douleur, de la mort, de la disparition des parents, de la disparition de gens très proches. Et pendant plusieurs années, je suis resté un peu dans ce champ de l'approche de la mort intime, de la mort à travers l'histoire et de la mort sociale, en m'intéressant par exemple dans un livre il y a une dizaine d'années aux SDF qui sont dans les rues en train de mourir sous nos pieds. C'est-à-dire que je suis très sensible à la fois à la question sociale, à la question de la douleur, et je pourrais le dire de façon plus générale à la question politique. Je dirais pas la politique, mais le politique, c'est-à-dire la manière dont on est engagé dans des rapports sociaux, dans des rapports de relations. Et le poème a un rôle à jouer, non pas qu'il est là pour réparer ou pour essayer de sauver quelque chose, mais le poème est là pour être une voix qui porte une manière d'approcher ces questions de fond, d'approcher en fait ce qui nous relie les uns les autres, ce qui nous différencie, ce qui nous oppose, ce qui nous rapproche. Et le poème est une sorte de lieu où s'exprime une subjectivité, bien sûr, mais où, comment dire, un rapport au monde et un rapport à l'idée que le monde est comme il est, mais il pourrait aussi être autrement, peut s'exprimer. Et les poètes, et les auteurs, les gens qui t'ont marqué, inspiré ou laissé les traces dans ta poésie? Ils sont très nombreux, Mais je dirais que parmi les contemporains, des gens qui ont été proches de moi, Emmanuel Ocar est un ami qui m'a beaucoup marqué dans son travail à la fois de poète et de réflexion sur la langue. Et puis j'ai été marqué aussi par l'écriture de la poésie des femmes des années 70-80, par exemple Anne-Marie Albiac ou Danielle Colobert, qui sont des écritures qui m'ont beaucoup touché. Et puis j'ai été aussi influencé par la poésie étrangère. C'est la poésie par exemple de Zhukovsky, des Américains de ces années-là, m'a beaucoup touché. Et puis j'ai été marqué aussi, alors là ça n'est plus par la poésie, mais par des auteurs comme Peter Hanke, qui est plutôt romancier, mais qui a aussi écrit des poèmes et qui m'ont beaucoup touché. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? La première fois que je publie un poème, je crois que c'est en 1972, dans la revue Action Poétique. Un poème qui est une sorte de texte à la fois en prose et en forme poème, qui s'appelait 1000 paroles coupées. Et je crois que oui, c'est ma première publication dans une revue d'audience intéressante. Sinon, avec des amis, quand j'étais jeune au lycée, on avait créé une petite revue de poésie qu'on faisait à la Ronéo, comme on disait à l'époque, avec des techniques assez archaïques aujourd'hui.
et on publiait non pas seulement nos poèmes, mais on publiait des poèmes de poètes qui nous avaient marqués, par exemple Reverdy, par exemple des poèmes de la génération d'Éluard, et puis on osait glisser parmi ces poèmes les poèmes qu'on faisait avec 2 ou 3 amis comme ça. C'était des publications très aventureuses en fait, hein, mais toujours liées à la lecture des poètes qui nous entouraient. Et premier recueil? Le premier recueil publié, c'est un recueil publié aux éditions, comment s'appelle-t-elle, Ancrage & Co. Ancrage & Co, des éditions qui étaient créées par... son nom ne me revient pas, enfin peu importe. Ces éditions Ancrage & Co qui existent encore, qui sont présentes au marché. Et donc j'avais publié un premier recueil en 79 ou 80 qui s'appelait « Ovide était notre maître ». C'est un poème d'amour, en fait, dont le titre « Ovide était notre maître » apparaît à la fin de l'Art d'aimer d'Ovide, où Ovide dit aux amants « Maintenant que vous avez lu mon Art d'aimer, vous pouvez graver sur le bois de votre lit « Ovide était notre maître ». Donc j'ai repris ce titre-là. Et puis ensuite, bon, j'ai publié régulièrement des recueils, des livres. Un livre qui est un récit aussi sur l'enfance seconde, c'est pas du poème. Et puis plutôt des poèmes jusqu'à une époque très récente où j'ai publié aussi un récit qui est une sorte de récit d'aventure. Mais bon, là, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un mystère autour de ce livre qui s'appelle L'Expédition. Il est là à la Rumeur Libre. Et tu n'écris pas seulement de la poésie, tu écris aussi le livre d'enfants. D'ailleurs, quand tu avais une dédicace hier, je crois, avec ta petite fille. J'ai écrit un livre. Est-ce que tu peux nous dire, et des critiques aussi? J'ai écrit un livre pour les enfants qui s'appelle Poèmes pour les petits, qui savent lire, et j'écris le mot lire avec un Y, comme la lyre d'Orphée. Donc, Poèmes pour les petits qui savent lire. C'est des poèmes que j'ai écrits pour ma petite fille, sans du tout avoir l'intention de les publier. Elle avait 6 ans, 7 ans, et puis elle était très joyeuse de lire les poèmes de son grand-père. Elle a dessiné, et puis ça a pris de l'ampleur. J'ai lu quelques-uns de ses poèmes à une amie éditrice pour avoir son avis, parce qu'elle avait des collections de poésie pour enfants. Et puis c'est elle qui m'a dit, mais écoute, quand tu auras terminé ce cycle, on en fait un livre. Et on en a fait un livre, un petit livre que je trouve très bien fait, parce que les dessins de ma petite fille sont magnifiques. Et les poèmes sont très jubilatoires, les enfants les aiment. En atelier d'écriture, j'ai 2 ou 3 amis qui ont utilisé ce livre avec des enfants de l'école maternelle ou un peu plus grands. Et ça a été à chaque fois un moment de joie. Ce sont des poèmes très répétitifs, qui prennent un thème et qui, sur un mode particulier, développent le thème de façon systématique et très rythmée. Les enfants aiment beaucoup ce type de choses. Tu fais des critiques aussi, est-ce que tu peux parler de cette activité? Je publie des notes critiques, en fait des notes de lecture, principalement sur 2 sites sur Internet. 2 sites qui sont très connus dans l'actualité poétique. L'un s'appelle Poésie Bao, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est vraiment un site très intéressant avec des archives très nombreuses. Et un autre site qui s'appelle Citodi, ou Citodis, je ne sais pas comment on le prononce, Citodi, qui est animé par Pierre Le Pilouer. Poésie Bao est animé par Florence Trocmé, qui sont deux personnalités très importantes pour ce type d'approche du poème par la critique. Donc je publie régulièrement des notes critiques sur des livres que j'ai lus. Et alors sur Citodi, je publie des notes qui sont un peu sur un mode théorique universitaire. Et sur Poésie Bao, je publie des notes qui sont plus des impressions de lecteur, c'est-à-dire qui sont plus dans ma subjectivité de lecteur, à travers lesquelles j'aborde les livres autrement que sur le seul ton du compte-rendu. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Elle est extrêmement riche, extrêmement diversifiée. On est dans une époque, actuelle. Moi, je dirais que depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a eu des mutations importantes, parce que on est sorti de la postérité du surréalisme, des écritures des années 70, un peu de la suprématie de grands poètes comme Philippe Jacotet ou Yves Bonnefoy. Et on a vu apparaître en fait une nouvelle génération, et une nouvelle génération très féminine. Je ne dis pas féministe, c'est plus compliqué. Féminine, c'est-à-dire beaucoup de jeunes femmes qui écrivent une poésie novatrice, une poésie où la question de l'approche du corps, de l'approche de la sexualité,
se trouvent au cœur de leurs préoccupations souvent. Et si je dis ça, c'est pas pour, pour être dans une modernité un petit peu marginale, c'est parce que dans la tradition poétique, le discours des hommes sur l'amour, sur le désir, sur la sexualité, était toujours soit un peu caricatural, soit très vite pornographique, alors que dans les poèmes qu'écrivent les femmes, il y a quelque chose de beaucoup plus, pas forcément plus fin, parce que ça peut aussi être très franc dans l'approche, mais il y a une sensibilité plus intéressante, et ça c'est un phénomène important des écritures féminines d'aujourd'hui. Je pense par exemple à des autrices des poètes comme Séverine Daucourt ou Maud Thiriat ou Laure Gauthier, qui ont vraiment une approche renouvelée à la fois de la forme du poème et de la thématique du poème. Et puis à côté de tout ça, il y a aussi aujourd'hui une grande présence d'un retour de la poésie oralisée, ce qu'on appelait finalement la poésie performance, qui bouge un peu les lignes aussi, qui vraiment apporte des éléments tout à fait riches. Et puis un dernier point, c'est qu'il y a beaucoup de petits éditeurs. Le marché en témoigne, il y a 500 éditeurs au marché, c'est étonnant. Imaginez qu'il y a 500 éditeurs en France, et il y en a même plus qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on est limité physiquement, mais c'est un terreau très très actif, avec des maisons d'édition qui ont de l'audace, qui font des livres un peu inattendus. Alors, certaines font des livres classiques, mais il y a énormément de richesse créative, de liens entre les arts plastiques avec le poème, des liens entre le poème et d'autres formes d'expression artistique. Ça, c'est important. Et la traduction, surtout la traduction poétique. C'est essentiel. Je pense qu'un poète qui ne se frotte pas aux autres langues, mais il manque quelque chose. Il s'appauvrit finalement, parce que même si dans sa langue on pense avoir une forme de maturité et de connaissance, c'est toujours indispensable de se frotter aux autres langues, pour des raisons à la fois de culture, pour des raisons aussi de forme, pour des raisons d'enrichissement. La traduction, c'est essentiel. C'est-à-dire que traduire un poème, c'est un geste de co-création finalement. C'est pas seulement comme l'université sait le faire, traduire un texte pour en exprimer le sens. Quand on est en face de la traduction du poème, on n'est pas seulement dans du sens, on est aussi dans la traduction d'une forme, d'une ambiance. Et là, on a vraiment, le traducteur a un geste poétique à accomplir. Comme disait Baudelaire, les seuls traducteurs possibles du poème sont les poètes eux-mêmes. C'est là qu'on peut atteindre quelque chose qui va donner du poème de la langue source, pas un équivalent, mais une émotion dans la langue d'arrivée qui pourra être forte, parce qu'il y aura quelque chose du poème qui ne se sera pas complètement perdu si c'est un poète qui s'en est emparé pour le traduire. Est-ce que la poésie l'art est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, de quiconque, pour monsieur tout le monde? Pour toi, oui. Pour eux? Ouais, alors, c'est pas simple de répondre à cette question, parce que très sincèrement, moi je pense qu'on peut vivre sans lire beaucoup de poésie, ce qui est le cas de la plupart des gens. Et je ne vais pas condamner la manière dont les gens vivent en disant « oh, ils lisent pas de poésie », etc. Non. Moi, je sais que vivre sans un rapport à la poésie, c'est pas que ça me paraît impossible, c'est que j'y pense même pas. Enfin, je suis dans ce monde depuis tant d'années. C'est à la fois mon travail, c'est à la fois ma passion, c'est à la fois mon rapport aux autres. Donc, mais je connais des tas de gens qui ne lisent pas beaucoup de poésie, avec lesquels je peux avoir des relations d'une extrême profondeur, d'une grande finesse. Il y a des cinéastes. Spielberg disait par exemple, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais je pense que j'ai fait quelques bons films. Et il a raison. Donc je n'accorderai pas à la poésie, une sorte de valeur suprême, comme certains disent, mais la poésie c'est la forme la plus puissante de la pensée, de l'écriture, c'est au-delà de la philosophie. Non, je pense que la poésie, elle change de forme à travers les époques, et elle peut voisiner avec d'autres types d'expressions et trouver sa place. Alors évidemment, on peut penser qu'il y a quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de poésie. Et je sais que dans les moments où la poésie commence à faire beaucoup parler d'elle, c'est des moments de crise. C'est des moments où les sociétés se posent des questions graves et des questions profondes. On a parlé beaucoup de la poésie pendant la Résistance.
On a parlé beaucoup de la poésie dans les situations de guerre. Par exemple, dans les luttes contre le colonialisme, il y avait un fort engagement des poètes. En ce moment, les poètes ukrainiens me touchent beaucoup. J'ai des relations avec des poètes de Palestine. On voit qu'il est question de poésie dans des moments où finalement les drames humains sont les plus forts. Alors en ce moment en France, on est dans une situation politique très très préoccupante et effectivement, je crois que la poésie peut jouer un rôle. Le mot paraît un peu technique, mais la poésie peut être aussi une manière de tenir un discours que les sociétés en crise ne permettent pas de tenir. Et parfois un discours qui va lutter contre des censures que l'on s'impose à soi-même ou qui sont imposées même parfois très durement. Le roman est beaucoup plus transparent. Un romancier, s'il écrit des choses critiques sur un régime qu'il condamne, il peut tout de suite être attrapé et contesté. Le poème est plus mystérieux. On peut, dans un poème, dire des choses qui vont échapper à une approche de censeur et qui vont pouvoir être échangées et apporter quelque chose. Dans leur côté peut-être plus ouvert, plus mystérieux en même temps. C'est un paradoxe, mais c'est ça la force du poème, en fait. Est-ce que tu peux parler de marché de la poésie en tant qu'une personne qui est dedans? C'est un peu son histoire, un peu comment... Oui. Alors, le marché de la poésie, c'est la 41e édition. Il est né en 83. Il a été créé par Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birou, qui ont eu l'idée de créer ce marché après avoir fait une publication qui était une enquête sur les revues de poésie. Une enquête qui a été très importante et qui reste aujourd'hui un livre un peu mythique, cette enquête sur les revues de poésie. Et c'est à partir de là que Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birou ont l'idée de créer un lieu où les éditeurs des revues pourraient rencontrer un public. Alors il y a une première édition dans la cour de la Bibliothèque nationale rue Vivienne, l'ancienne Bibliothèque nationale, qui a eu un succès très très modeste, une dizaine d'éditeurs. Et puis ensuite, le marché s'est déplacé à la Maison de la Poésie, lorsqu'elle était au Forum des Halles, qui était fondée par Pierre Segers et Pierre Emmanuel, et qui était au-dessus du Forum des Halles. Là, c'était la première Maison de la Poésie à Paris. Là, il y a eu un peu plus de monde, et ensuite, le marché s'est installé place Saint-Sulpice, où il est maintenant depuis 39 ans, à peu près. 38 ans. Il regroupe aujourd'hui environ 500 éditeurs qui sont répartis sur 120 stands pendant 5 jours. C'est un marché qui a comme but de soutenir l'édition. Alors, on ne soutient pas nécessairement la grande édition. Il y a bien sûr un stand Gallimard et quelques grands éditeurs, mais notre souci, c'est de donner un espace aux éditeurs qui n'ont pas de visibilité en librairie, puisque, comme vous le savez, en librairie aujourd'hui, la poésie est quasiment absente. Il y a la collection Poésie Gallimard qui occupe un petit peu de place dans certaines librairies, mais la poésie n'est plus dans les librairies. Et finalement, le marché de la poésie, quelques festivals sont les rares lieux où les éditeurs peuvent trouver à rencontrer leur public, à vendre leurs livres, ce qui est quand même essentiel. Et il n'a cessé de grandir, de grossir, de rayonner même en dehors de Paris, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, on a créé ce qu'on appelle la périphérie du marché de la poésie. C'est une trentaine d'événements qui ont lieu en banlieue de l'Île-de-France, mais aussi en différentes régions de France et un peu à l'étranger. On a fait des événements à Barcelone, on en fait régulièrement à Berlin, aux Pays-Bas. Donc on essaie d'exporter un peu la production poétique française et puis de travailler dans les régions pour rencontrer des gens, pour faire que les poètes rencontrent des publics qui n'ont pas forcément tous la possibilité de venir à Paris pendant les 5 jours du marché. Et ils sont tous liés au marché de la poésie ou sont indépendants? Alors, les lieux dans lesquels on fait ces rencontres ne sont pas forcément des lieux de poésie. Alors, il y a les maisons de la poésie, il y a des lieux comme le CIPM, il y a des lieux qui ont un lien avec la littérature, mais c'est aussi parfois des libraires qui ont envie de s'ouvrir à la poésie. C'est aussi des lieux un peu alternatifs, qui connaissent le marché, qui nous contactent et qui nous disent « Tiens, on aimerait bien découvrir tel ou tel poète ». Donc on construit avec eux des rencontres, des lectures, et on fait toujours ça de façon très partagée. On n'arrive pas, nous, avec notre petite valise de poètes en disant « Tenez, voilà ce qu'on vous propose ». C'est toujours dans le dialogue, et c'est pour nous un enrichissement, parce qu'on apprend autant que l'on peut espérer faire connaître un peu la poésie contemporaine.
contemporaine à ceux qui nous intéressent. En plus, chaque année, il y a un pays invité. Je ne sais pas depuis quand ça. Alors ça fait une vingtaine d'années. On invite un pays qu'on appelle invité d'honneur. On fait un peu un tour du monde. Une année, c'est un pays extra-européen, une année, c'est un pays européen. Cette année, on invite les Grecs, la Grèce. L'an dernier, on avait invité les Caraïbes. L'année précédente, c'était le Luxembourg. On a invité le Québec. Enfin, on a invité des pays d'Afrique. On a invité la Pologne, la Suède, les pays du Nord. On essaie de faire un peu un tour du monde. On a le projet donc d'inviter l'an prochain la poésie palestinienne parce que c'est une excellente poésie, indépendamment des drames qui se passent en ce moment à Gaza et dans les territoires palestiniens. Et on espère pouvoir ainsi soutenir la parole que les Palestiniens portent à travers la poésie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, on ne sait pas encore si ce sera facile de le faire, mais en tout cas, on va tout faire pour essayer d'inviter la poésie palestinienne l'an prochain. Et puis ensuite, on reviendra en Europe. On invitera sûrement l'Allemagne, parce que c'est un pays très proche de nous, qui a une poésie extraordinaire et que l'on n'a pas encore invité. Et puis après, on repartira à l'étranger. J'aimerais bien aller vers l'Asie, pour voir un peu ce qui se passe du côté des poésies coréennes, japonaises. C'est une chose qui nous intéresserait beaucoup. Et le nom marché, est-ce que c'est pas contradictoire un petit peu avec Non. Alors il faut l'entendre, oui, on nous fait souvent cette remarque-là, mais quand le marché a été créé donc par Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birot, c'est très important de souligner l'importance du travail d'Arlette Albert-Birot jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Tout de suite, ils ont voulu l'appeler marché au sens d'un marché, comme il y en a encore dans pas mal de villes, c'est-à-dire un lieu où on est en relation directe producteur-consommateur. C'est-à-dire que les éditeurs sont là, le public est là, les auteurs sont là, et ça se fait comme ça directement de l'un à l'autre, avec le plaisir du dialogue, de l'échange, et puis l'idée que souvent des créations nouvelles naissent dans cette relation-là. Donc c'est un marché au sens où c'est un lieu de rencontre. La place Saint-Sulpice est un lieu admirable, donc qui reproduit un petit peu l'ambiance des marchés tels qu'on les trouve en province, ou tel marché auquel les gens sont très attachés finalement. Mais ce n'est pas du tout le marché au sens du marché de la finance ou du marché en termes économiques habituellement. Et est-ce qu'il y a des petits éditeurs qui n'arrivent pas de joindre à cause de manque de budget? Je ne sais pas, que les stands, ils ont un prix aussi quand même. Est-ce qu'il y a des subventions? Oui, les stands ont un prix, bien sûr. C'est peu cher. Et la participation des éditeurs, elle se fait en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on joue carte sur table, on leur demande quel est leur chiffre d'affaires. Si c'est un éditeur modeste, eh bien le prix du stand qu'il va occuper, de la table à l'intérieur d'un stand, sera à proportion de sa propre économie. Donc, pour aller vite, le stand d'un gros éditeur est plus cher que le stand d'un éditeur plus modeste. Mais pour les 5 jours, le stand le plus cher parmi tous, je crois, 5 jours doit atteindre environ 800 €. Donc si on divise 800 par 5, on voit qu'un peu plus de 120 €, c'est très raisonnable pour 5 jours avec une fréquentation qui atteint les 50 000 visiteurs. C'est vraiment un lieu qui n'existe pas autrement en France, voire en Europe. Il y a vraiment une fréquentation très importante. Et on n'a jamais eu de retour, de protestation d'éditeurs qui nous diraient c'est trop cher, on ne peut pas venir, etc., etc. Il faut souligner un autre aspect important, c'est que économiquement, pour les éditeurs, c'est très très important. La plupart d'entre eux font l'essentiel de leur chiffre d'affaires de l'année pendant ces 5 jours de marché. Donc pour eux, il y a un enjeu économique important, même si au regard de l'économie en général du monde de l'édition, tout ceci ne représente pas beaucoup, mais c'est pour chacun des éditeurs essentiel. Merci beaucoup. Je vais vous lire la seconde partie d'un livre qui en comporte 3, qui s'appelle Envie. C'est un livre sur la question du désir, de la jouissance et du corps. Alors, je ne dis pas un livre érotique, parce que le mot n'a pas grand sens, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur un thème qui est celui de la mort, donc on pourrait dire que c'est Thanatos qui est emporté, et là c'est plutôt Eros qui prend la suite, et c'est une forme pour moi de délivrance un peu d'un monde noir pour aller vers un monde qui est celui de la vie, du désir et de la jouissance. Donc,
Ce sont des poèmes qui parlent de l'étreinte. Et la seconde partie du poème, la voici. Le monde s'abîme en soi, envers, revers, délices labiles, cercles aigus, du corps insu, ouvert, offert sous la peau âpre. En tout lieu, l'acte vrai, vers les lèvres lyriques, amples, vermeilles, cerclées rondes, l'exorde du repli jusqu'au cœur impatient, épris de grâce. D'ostentation commune, l'érection console de la parade verbale, dénoue les langues et l'immuable jouissance, l'heureux génie de la limite du sang gisant, vif. Suspend de la pensée alanguie, le muscle s'empare du monde, incarne le rite, le geste pâle, liturgie indivise de l'origine, le plein office. N'était le corps dansant, nu, peau et désir tendu sur, glissé salive sous, le pli rouge, drap levé, arc de chair. Dolente, sanguine, le ruban délie un filament qu'une main jumelle, à la vallée du cœur, soupire, se ferme hors la bouche qui enclôt le vagir, blason de nuit, cypris, perle. L'énigme luxure, zone sacrée sondée, faire sien le vertige dans la peau, tissu lié, l'image impure prolifère, se donne crue, suée, linge, drapé, l'empaumée séante, le doigt se perd étoilé, une phalange s'invite où l'humeur du jouir chante. Livrée, verge d'or, douceur du col, effleure le frein, glisse, s'enroule, se retire, s'étire, aspire la nuit, sur l'astre qui se lève, amarante solaire, haute cour d'éros, prise écarlate, le souffle coupé, nu. Épaule sainte, se répand l'onde, une salve courbe écarte l'âme, le cri tenu tressé, le cri tenu des langues, au ciel bas. Les selles s'ouvrent, se dérobent, s'inclinent, lassent, une main étreint le cou, masque le visage, cède à l'élan du cœur, attire en elle la brûlure intime, retenir ou périr, errer au gré l'un de l'autre, la discipline gestuelle, ralentir le jeu primaire, haleine ou fugue comblée, l'ombre et le corps, mêlés d'ardeur, ce qui ne manque, sève et sel, ou lymphe chair d'ambre, humeur cardinale, sous le suint toison vermeil de sang, morte langue silove. Velours et griffes, creux et lobes, l'innocence de l'élan, son offense, va-et-vient vestibulaire, lèvres longues, sinueuses, marge chaude, l'écrin, spasme, pulpe, suc, coralline sombre, une liade de lumière, d'éclat sous la paupière saline, l'opale jaillit et la main palpite, bulle séminale ravie, îles offertes au luxe viril, vibration ventrale, rien d'autre soudain, où se joignent l'offre et la demande lascive, libre, quand l'autre corps se dresse en soi, la spirale des morsures oublie la loi impure, se livre au jeu, la censure s'incarne, sacrifie l'ordre, jouit. Toré, galé, luisant. La nuit solaire se lève, main serrée, paume ouverte, en pan de grâce sous la peau, l'onde est vive. La tension génitale emporte le flux nacré, les larmes se dispersent, vivante agonie entre formes et matières, inonde altérée d'anaphore. Merci beaucoup. Merci. Notre prochain invité, Yves Boutier. Je voudrais vous dire que bon, quand je lui ai proposé, quand j'ai invité Yves à se joindre à nous, il m'a répondu si je survis au marché. Il a survécu, bravo. Donc nous sommes prêts. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est exactement ce qu'il m'a écrit. Donc, C'était pas une blague. je sais, non mais je sais bien, donc nous sommes toutes et tous très heureux. Vous avez vous-même survécu.
Oui, exactement. Tu penses à ça. Oui, c'est pas exactement la même chose, bien entendu, donc nous sommes tous et toutes admiratifs et admiratifs de ce travail, parce que vous le savez sans doute, bien entendu, vous le savez, Yves Boudier préside depuis 2015 l'association Circe, marché de la poésie, et en même temps, depuis 2017, en fait depuis que le marché de la poésie a créé les états généraux permanents de la poésie, ce qui est quand même fondamental, il contribue à l'organisation de ce projet qui est immense. Autrement, Yves Boudier est quand même avant toute chose poète. Voilà, il est poète, il a été membre des comités de rédaction des revues Action Poétique pendant très longtemps, entre 1978 et 2012, ensuite Passage d'encre entre 1996 et 2014, et depuis 2022, il fait partie du comité de rédaction de la revue Europe. Il est l'auteur de nombreux recueils de poèmes, dont les plus récents s'intitulent en 2020 à la lettre volée, Silencière, ensuite en 2021, Ni point pensé, Variation furor Sanandi, et cette année, au paquebot, Envie, Infra Vorace, voilà. En même temps, il faut dire qu'il soutient, ça se voit d'ailleurs, je pense, son parcours le démontre, il soutient énormément les revues poésie, il publie d'ailleurs énormément dans des revues papier, sur Internet aussi, et des notes critiques aussi. Ce que j'essaie de faire, c'est des notes critiques pour soutenir les livres qu'on a écrits, les rendre un peu visibles, d'autant qu'aujourd'hui, avec Poésie Bao, par exemple, Citodi et d'autres sites, on a vraiment des outils de travail extraordinaire, généreux. C'est très intéressant. Merci de m'accueillir. Si tu veux dire quelques mots avant de dire tes poèmes, je bien. Non, simplement pour les poèmes, puisque on a pour ça. À propos de lui, puisque nous en étions dans les remerciements, le marché de la poésie, c'est aussi, depuis 30 ans, Vincent Gimeno. Bien sûr, oui, bien sûr. Absolument, c'est pas lui qui porte sur ses épaules l'essentiel des choses. Et les états généraux, évidemment, c'est important, puisque on a fêté le 40e anniversaire cette année, et il y a un peu de stress. Vous avez vu, le monde fait un effort méritoire. Et puis, Pierre Vinclair, sur l'antenne de France Culture, a fait une intervention tout à fait chaleureuse, en insistant même sur l'importance des états généraux. Vous méritez. Donc ça, c'est bien. Très bien. Depuis maintenant quelques années, il y a un lieu de réflexion, d'ouverture, pas seulement avec des poètes, avec des spécialistes, des universitaires, des gens de toute langue. C'est important. L'an prochain, c'est un secret que je vous révèle, on a encore très peu travaillé dessus, mais le thème sera sûrement la traduction du poète. Sache que la poésie est chantier immense, fière de ce qui est fait au marché de la poésie. Oui, je pose une question, puisque vous êtes l'organisateur, un des organisateurs du marché de la poésie. J'ai souvenir qu'à un moment donné, la maison de poésie. Oui, mais justement, on reviendra. Alors, je vais vous lire deux extraits de ce livre, en fait, qui fonctionne avec le précédent que tu as cité, les points de pensée. C'est un peu le contre-champ du désir par rapport au précédent, qui était une sorte de fugue pascalienne sur la mort, la misère et l'ignorance, le livre noir. Celui-ci est un livre lumineux. Si on reste dans les couleurs, j'ai un livre rose, donc c'est consternant de lire comme ça. Envie, Infraforas, c'est dedans, dehors en latin. Et c'est un livre en 3 temps. J'ai volé 3 mots à Thomas d'Aquin, dont je suis un des rares lecteurs encore aujourd'hui. Il suffit de dire ça pour Marquis. On peut se dire en latin, c'est ça qui vient, c'est pas la latin. La première partie, c'était sur une querelle qui n'a rien à voir avec la question de la puissance et de l'érotisme, mais qui reflisse terrain, in re, post-rem, c'est-à-dire avant la chose, pendant la chose, après la chose. Et la chose est analysée en début du volume par Alexandre Bernard, quelques pages avec un regard de poète et de psychanalyste, et ça n'est pas. C'est un texte vraiment intéressant, bien sûr. Donc, vous passez les différentes tutelles derrière lesquelles je tente de me cacher, Borges, De Guy, Breton et Jean-Yves
je vais vous lire la première et la deuxième partie. Dans le livre précédent, il y avait les monotypes. Dans celui-ci aussi, il y a une série d'un monotype qui se décline en 3 mouvements. Et sur la couverture, le travail d'une jeune artiste qui s'appelle Léa Gershonneau. Allez voir sur Internet Léa Gershonneau, vous serez saisi par la puissance de travail de cette jeune femme qui n'a pas encore atteint le quart de siècle. Super. Alors, première partie, Antérème, avant la chose. Je ne vais pas vous lire vraiment le texte, je ne vais pas vraiment vous lire le livre parce que je ne vais vous offrir qu'un son du poème. Dans la mesure où tout le travail sur la forme, qui est bien essentiel, c'est essentiel chez toi, bien sûr. Et aussi bien pour les homophones, par exemple, je ne sais pas si ce sera dans ce que je vais dire, mais un mot comme pâle, je ne mets pas de E et ce n'est pas l'adjectif. Hanté, n'a rien à voir avec les fantômes, c'est la greffe E-N-T-E. Il y a encore un autre cas où il y a le mot il, sans circonflexe, et c'est les hanches iliaques. Donc tout ça disparaît complètement. C'est un travail de mise en forme visuelle. Le sens ne permet pas nécessairement de discriminer en fait, ce qui est hétérographe dans le texte. Bon, Non, tu as bien fait de le dire. D'autant que les poèmes évoluent toujours avec des mots qui vont sans cesse en se diminuant jusqu'à la fin où il n'y a plus qu'une seule lettre. Ça n'apparaît pas non plus. Alors je tente le son ouais. Et puis voilà. Un petit peu plus fort. Oui. Antérème, figure nue, marbre, nervure, atlante et cariatide, sève unanime. L'archipel sidéral dessine l'espace, fugue et contre-champ. Pomme d'or, agora de l'étreinte, fibule, libre toge béante. Une parole d'ardeur travestie cerne l'être là d'une âme rebelle, se trop dire à tort vécu comme vanité, faiblesse feinte du désir. Brûlure d'écume orale, une étoffe d'eau, le corps aimé incliné vers, racine d'acanthe, lèvres amazone, d'humeur résolue. Au plus près du tremblé, la voix sublime l'injure renverse la règle, congédie l'obscène, ennoblit les visages. L'épigramme exemplaire, Ovide, libère. Rien ne s'éloigne, n'en finit. La morale acquitte sa dette charnelle, partie prenante sous un ciel de lit, à grains d'orge tersemés, sillon et soc, le branle malin. S'approche, frôle, tension d'origine, fente et repli, l'insondable mise à nu, bas-relief matriciel, périgée buccale, haut parage du jouir. La nuque s'incline, lâche prise, se donne captive, comme l'eau qu'une main distille, calice de volupté profane, son abîme érectile. Angle saillant de l'œil, de la lèvre, l'aisselle, l'épine du pubis, triangle itifale, le lys et l'orchidée, organe hanté, lié. Sous la main dentelle se révolte vibration d'étoiles, toute honte vécue, chaque caresse invente la peur, la chose finie, s'y n'éclate hors de soi le délice animal, saisit taille et buste, l'ouvert sombre, dedans, séant. Et je passe la partie centrale qui est un peu longue et nous atteignons post-rème, après la chose. Sur le fil, deux solitudes se déhanchent, s'écartèlent, disjointes, interdites, d'œuvrer plus haut, plus loin. Bafflant, le pleur de cri. Déprise de corps. L'empreinte de la main, mandragore, l'œil assouvi s'abîme, sombre bouche ronde, son ardent vouloir serre chaude, la cavité ravine. Sillon, nymphe d'écarlate, index posé, point de torsade, le vertige hérisse, le crin frôlé. La tache ligament à l'écart entre jambes se dresse, galbe, lisse, se cadre, gambille, glisse, issue, badiste, l'ongle sous le lien, mêle humide au fluide, chavire, l'arc des lombes, entre elles, or. Quelques mouvements, ce léger branle, une éclipse virginale, le sentiment en soi d'une épiphanie blanche, native. Le tremblement se dissipe, polaire désir, iris pâle, ailes repliées, peur d'aimer où se mêle haleine vapeur. La licence s'incline, oblige, l'épanchement bicéphale, le sang anobli par l'exercice intime, cérémonie galante, sa réplique hâtive,
faire lien entre jouissance et intensité du noir, jadis tragédie du cœur, où le sol se dérobe, tombe vers le haut. L'esprit, le corps menacé de faim, palinodie charnelle, l'enreplie, saillie et qualité sereine, ligne blanche ombilicale d'une voûte renversée, invalide, abolie, se livre haletante au souffle pur, le plein, le sein, volte-face, l'éclair digital s'absente, lèvres scellées, inertie du cœur, le désordre musculaire déborde le naturel, complice, vassal, délié, ravi, tue, haut. Bravo. Merci, vous avez quand même pu percevoir l'extrême ambition réussie et les grandes exigences de Yves, dont j'apprécie énormément la poésie, parce que je dirais que tout ça va être. Et aujourd'hui, ce qu'a pu être un siècle avant Picasso, Mallarmé, non, je ne veux pas faire. Je le pense sincèrement. Tu mérites d'être mieux lu, plus entendu. Oui, le choix de la discrétion. Oui, mais je sais, mais c'est ça qu'on apprécie aussi.